Voici ma deuxième vidéo afin de vous démontrer comment nous pouvons faire confiance aux médias grand public. Ils prétendent être des sources sûres, mais ne disent pas toujours toute la vérité. Même si la vidéo est longue, je vous invite tout de même à rester à l'écoute jusqu'à la fin. Il ne sera pas ennuyeux et il y aura beaucoup d'informations à vous dire que la CBC ne vous dira pas. Vous pourrez mieux comprendre à quel type d'individu nous avions affaire dans ma première vidéo à ce sujet qui portait sur la malheureuse, mais pas tout à fait vraie, histoire de Martin Engelhardt que la CBC avait présentée en mars dernier. It was amazing. It just like all the people waving flags and everything, and I thought that was a cause, that was bigger than me, and I thought, it was worth the effort to go. I start giving people my business card with my phone number on it, and I start delivering fuel and picking up laundry and delivery for restaurant and everything for the trucker. And I got arrested for bringing people fuel. The van was impounded for 30 days. I asked my bank on February 14th how much money that I spent from January 27th to the 14th. And the total was a little bit over 13,000. Comme vous l'avez peut-être vu dans la première vidéo de cette série, la CBC avait présenté l'histoire d'un dénommé Martin Engelhardt qui a supposément tout perdu suite à sa participation dans le convoi de la liberté à Ottawa. Car il aurait supposément donné toutes ses économies après avoir donné du gaz et du pétrole aux camionneurs sans presque rien avoir en retour. Dans cette première vidéo, que vous pourrez aller visionner sur mediafactcheck.ca, je dévoilais la désinformation qui a été propagée par la CBC par rapport aux affirmations de M. Engelhardt, comme quoi il aurait perdu son logement puisque son propriétaire l'aurait expulsé dû à ses opinions sur le convoi, ce qui est complètement faux. My landlord, when I got arrested and asked if I could search my property, because they thought like I had weapon, I was an organizer. J'ai parlé avec ses propriétaires, ce que la CBC n'a jamais tenté de faire. Voici ce que j'ai pu démystifier des mensonges concernant les dons et l'argent qu'il aurait perdu. Ceci en est qu'une partie, car d'autres personnes ont aussi contribué pour l'aider financièrement durant le convoi. Mais nous ne pouvons pas savoir les montants exacts que ce dernier a reçus. Débutons avec l'affirmation citée dans l'article de la CBC, comme quoi que Engelhardt aurait dépensé plus de 13 000 $, mais qu'il n'aurait de son côté reçu que 2 000 $ en retour. Engelhardt mentionnait également avoir écrit aux organisateurs du convoi à plusieurs reprises afin d'être remboursé pour ce qu'il avait déboursé pour l'achat de carburant pour les camionneurs. I asked my bank on February 14th how much money that I spent from January 27th to the 14th, and the total was a little bit over 13,000. Il a dit avoir inclus les reçus ainsi que les captures d'écran de ses relevés de comptes bancaires. Celle en charge du remboursement m'a confirmé qu'Engelhardt ne détenait aucun reçu, seulement des photos de son compte avec des transferts et des dépenses non vérifiables, et sans reçu pour authentifier quoi que ce soit. L'organisation du 302 route Coventry a tout de même décidé de lui redonner 2 000 $ par la suite. J'ai aussi discuté avec plusieurs autres personnes qui avaient soutenu Martin Engelhardt de différentes manières au cours des années, soit par transfert Interac, en argent ou bien en payant ses coûts d'hôtel et d'autres besoins qu'il avait. Certains d'entre eux désirent rester anonymes, mais m'ont tout de même fourni une preuve de leur virement à Engelhardt. Dans une de ses vidéos, Engelhardt admet qu'il a déjà été un arnaqueur et dans le passé, et qu'il avait menti à plusieurs personnes. And the thing is like everybody's like saying I'm a scam artist. I was a scam artist, and I don't deny it. I don't deny that I lied to a lot of people, but I was lost in my way. And then instead of stealing and ended up in jail, I kind of, made up story, and it's okay. Voici ce qu'une dame m'a écrit suite à son interaction avec lui. Je suis française et je vis en Ontario.
Je voudrais vous donner des informations sur la façon dont Martin s'est joué de moi. Il a publié plusieurs vidéos sur Facebook qu'il a maintenant tout effacées pour dire qu'il n'avait plus d'argent, plus d'essence et qu'il dormait dans sa voiture à moins 35 degrés pour se rendre en Alberta. Il a dit qu'il finirait probablement par le retrouver mort. Je me sentais mal pour lui et il y avait un numéro de téléphone dans sa vidéo. Alors je l'ai appelé et je lui ai offert 1000 $ pour qu'il se trouve un motel le 22 février 2022. Il a publié plusieurs vidéos sur Facebook et les gens répondaient qu'ils voulaient l'aider. Et j'ai vu ses réponses leur donner son adresse électronique pour qu'il lui transfère de l'argent. J'ai tenté de sauvegarder ces vidéos, mais lorsque Martin les a supprimées, elles ont été effacées de mon ordinateur. J'ai des emails personnels de lui. C'est un bon menteur. Il m'a montré des photos d'appartements, des photos de médicaments pour son cancer, des billets de traversier et une photo du traversier en Colombie-Britannique et d'un appartement parce que je voulais avoir une preuve qu'il avait pris un appartement avec l'argent que je lui avais donné. Il m'a en fait envoyé la photo d'un autre appartement en Alberta. Ensuite, je suis restée en contact avec lui. 2 jours plus tard, le 24 février 2022, je lui ai transféré par voie électronique 2000 $ pour qu'il prenne un appartement pour le premier et dernier paiement, au coût de 1500 $. Plus un montant supplémentaire de 500 $ pour la nourriture et un ordinateur qu'il a demandé. Il a dit qu'il me rembourserait. J'ai une copie du courriel. Son nom a changé 3 fois. Il avait 3 courriels différents. Son premier numéro de téléphone cellulaire a été annulé. Puis il a obtenu un nouveau numéro du Québec. J'ai commencé à soupçonner que je m'étais fait avoir. Quelqu'un d'autre a aussi rencontré Martin Engelhardt par le biais de Facebook l'été dernier et il l'a rencontré peu de temps après, car il voulait l'aider après avoir entendu l'histoire de ce dernier mourant de cancer et n'ayant plus rien dans sa vie. Cet homme a échangé son nouvel ordinateur portable à 1500 $ contre celui d'Engelhardt qui ne valait qu'environ 300 $. Une chose similaire est arrivée à un ancien maire en Ontario qui a publié une conversation qu'il a eue avec Engelhardt sur les médias sociaux, après que ce dernier lui ait volé 2500 $ en 2018. De nombreuses personnes l'ont également aidé à payer les frais d'hôtel et le carburant sur le chemin du retour en Colombie-Britannique, en raison de l'histoire pitoyable qu'il ne cesse de raconter à tout le monde. Voici quelques entretiens que j'ai eus avec des personnes que j'ai pu joindre. So I decided then, having just met you an hour before, to e-transfer you $1,000 so that you could get a hotel for multiple nights. He was promised he was going to get reimbursed. From what I know, he didn't spend any of the money that he claimed. He didn't really provide any real tangible receipts. He said they were destroyed or something. So I don't know. And so, I mean, I gave him $150. The other fellow gave me $300 to give to him. So I actually had given him $450. Like I had it literally in my hands. I would sign an affidavit saying that I physically gave him $450 cash. This is after Ottawa. He showed me he showed me that let me listen to the recording that he had. And he also showed me how his bank account was frozen with that one email. And he also said, though, that a lot of the money that he had was money that was donated to him. I made a live video asking my followers to help him. And he said, at that time, he said he was broke down in Brandon, Manitoba. He said he was on the side of the road. And within 20 minutes, just for my people, he had $1,000. And people were offering to go there, meet him. And he was turning that down. People were offering him places to stay along the way. And he said he was trying to get back to Edmonton. So people had offered him places to stay, which he also turned down. He was only concerned about the money. Okay. But yeah, I have people who have sent me almost $1,000 within that 20 minutes. And they have e-transfer records and everything. Since then, I didn't really hear much of it until the start of the week last week when he did the CBC. And then since I've been looking into it further, there's just more and more. And so then he started hanging around the administration tent of Coventry.
somewhere along the way, he had indicated that he was really good on computers. And at the time, we were still trying to get our administration tent kind of organized in order. We were building a list of volunteers. So we offered to build a database for those volunteers for us. And then again, in that short time period, he also offered to build us a website. So he told me he had 50,000 followers on this page and that we were expecting a $10,000 donation the following Monday. So it would have been a Thursday, Friday, possibly Saturday, but I don't believe so that he made this statement. That weekend, we had a meeting with the local law enforcement officers. The liaison officers came into the tent and I asked everybody to leave the tent. Initially, Martin had left the tent with kind of everybody that wasn't relative to that meeting. And partially way through that meeting, he burst back into the tent, panicked, wanting his laptop that was sitting in the tent. Now, understanding we're sitting in a tent with only one door with law enforcement officers standing at that door, the laptop wasn't a risk. The behavior was very, very, very odd, very peculiar, that he would be so panicked to put his hands on this laptop. One of the staff members in the tent at that time had guided him back towards the door and said, like, look, you're not to be in here right now. We're trying to have a meeting. And at that point, he threw the best I can describe as a man-sized temper tantrum at the door of the tent, both in front of all the staff and the law enforcement there. Basically jumped on the ground, screaming about his laptop and how he wanted his laptop, etc. We finally got him to exit the tent, finished up our meeting with law enforcement there in the tent, and then he re-entered. When he re-entered that tent, he indicated to me that the staff had pushed him out of the tent, which is patently false. I observed the staff during that interaction, the OPP, or not the OPP, the law enforcement were right there, the OPS. So there was no pushing and shoving match at all. It was entirely on his end. So he indicated to me that we had broken his glasses, and he stood literally in front of me and took the lenses of his glasses and snapped them in half as he's telling me this. I explained to ARC that as the case was that no, we indeed did not direct him to spend any money. He did not work for our fuel distribution team at any point in time, and that we received him the same way they received him. I do know for a fact that the ARC Hotel provided him another $1,000 on top of the $2,000 we sent him, a couple at that ARC Hotel, and that is verified from a trusted source. So that totaled $3,000 plus the receipts that I'm aware that he received within the camps in the time that we interacted. Mm-hmm. He volunteered to go pick up the radios and provided those receipts, and we paid for them and reimbursed those receipts. And I have the receipts for them in my possession. And so we never asked for any kind of money. And we certainly never asked him to leave because of lack of money, because it was never a discussion with him. He said he was broke. He said he had spent $13,000 delivering fuel downtown and that he had nothing left. And that's the story he gave me the first day he walked in. So to try and then claim that he hung around 5 days and then we kicked him out because he didn't have any money, that's very, very illogical and not consistent with the facts. You have, quote, recordings, and you have the laptop that you had in the administration tent in that meeting. And he's like, yes. And the interesting note about that is I was watching somewhere I came across the information in the last few days, whenever it was, I think it was the most recent video that someone sent me of him. And he claimed to have needed to sell his laptop because he was so broke. And that's exactly why I asked that question. I thought, that's kind of interesting because you said you sold your laptop and now you're saying you have your laptop. And the reason I went there is because it's the same old consistently with Martin. Mm-hmm. Half truth, partial truths. And in that text stream, and I'm happy to share it, he clearly identifies definitively that yes. Je me suis dit peut-être que le gars était peut-être vulnérable. J'ai trouvé ça pas mal extrême. Il travaillait sur un ordinateur puis il est en train de créer une liste de noms pour pouvoir organiser les volontaires. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait aider, puis essayer d'organiser tout le monde, c'était quand même une job assez difficile. Ça fait qu'il avait entrepris la tâche. L'idée de mettre ça dans un Google Doc qui était sur la propriété de quelqu'un d'autre était peut-être pas la meilleure affaire pour la sécurité puis l'information privée
des volontaires. Je faisais la surveillance du parking lot, du stationnement, où ce que les camions étaient stationnés pendant la nuit, juste pour être sûr qu'il n'y avait pas de personnes qui viennent faire de couplate. Ça fait que là, c'est là que j'ai découvert un peu plus cette situation avec sa fourgonnette. Il dormait dans sa fourgonnette et puis il faisait pas runner le moteur parce qu'il y avait des problèmes avec. Moi, j'étais sous l'impression que c'était un problème de catalyseur. Et puis, il y avait de la misère avec. Les organisateurs, ils ont fourni un manteau. C'était une donation qui avait venue, là, si je me trompe pas, que j'ai rempli son véhicule d'essence. Et puis, il y a un camionneur qui avait volontairement donné un matelas. Tu sais, c'est vraiment par lui-même, là, à ce point-là. Je veux dire, il fait froid, c'était inconfortable. Même si tu la pars une fois de temps en temps pour réchauffer les affaires. Nous avons essayé de contacter M. Martin Engelhardt pour lui permettre de s'expliquer et ensuite de répondre à nos questions. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu aucune nouvelle de sa part. Vous l'avez entendu vous-même. Et avez-vous vu beaucoup de preuves qu'Engelhardt a reçu plus que les 2000 $ qu'il prétend avoir reçus? C'est tout du travail que la CBC aurait pu faire, mais n'ont pas fait, car ça ne concordait pas avec leur notion préconçue de ce qu'était le convoi. Combien d'autres personnes ont été motivées de faire des dons à Engelhardt après avoir entendu la piteuse histoire publiée par la CBC? Il s'agit encore une fois d'exemples de mensonges propagés par la CBC que j'ai pu déboulonner. C'est aussi pourquoi nous avons un site dédié pour ce genre d'enquête au mediafactcheck.ca. Restez à l'écoute car la prochaine vidéo sera très intéressante. C'était Alexa pour Rebelle News. Encore une fois, vous avez vu tout ce que j'ai pu sortir comme mensonges démystifiés, propagés par la CBC, mais autres médias mainstream en propagent également. Si vous voulez que l'on continue nos investigations à mediafactcheck.ca, vous pouvez donner généreusement également pour supporter notre journalisme. Merci.